On va rentrer dans le vif du sujet avec Véronique, si tu me le permets, Véronique. Comme je le disais tout à l'heure, tous nos invités en présence à Rennes ont en commun d'avoir entrepris et puis d'avoir bifurqué. Est-ce que, Véronique, tu peux nous parler de ton expérience et nous expliquer comment tu as entrepris, euh, pourquoi et comment tu as bifurqué? Mon entreprise et Olivier le disait très justement, je l'ai créée parce que je voulais un quatrième enfant et en fait j'ai eu une entreprise et cette entreprise c'était autour de la notion de la conciliation familiale et professionnelle puisque j'ai créé des crèches d'entreprise. Donc, je suis allée sur ce sujet en 2008 et c'était passionnant, quoi, en fait. Voilà, il y avait beaucoup d'énergie positive dans cette notion de création, de développement et puis surtout d'apporter un sens, une utilité. En fait, moi, je pense en tant que dirigeante, j'ai créé parce que j'apportais quelque chose à la société. Ça, c'est mon regard à moi. Et progressivement, bien, les années sont passées. J'ai aussi réintégré un groupe parce qu'on a vendu pour diverses raisons. Mais donc, j'étais toujours dirigeante, mais au sein d'un plus grand groupe. Et j'ai croisé la maladie. Donc, j'ai eu un cancer du sein en 2017. Et puis, à l'issue et au retour de mon long arrêt maladie, le dirigeant de l'époque, en fait, m'a dit, mais ça va pas le faire, en fait. Il y a une question de performance, il y a une question d'être toujours au taquet. Et alors là, moi, j'ai vrillé doublement, on va dire, parce que non seulement vous avez traversé cette maladie, vous avez voilà, mis toute votre énergie, et puis vous revenez au travail, et pouf, on vous dit que vous n'êtes plus à votre place. Et là, c'est très, très difficile à entendre et c'est encore plus compliqué. Et pourquoi? Parce que la maladie reste encore quelque chose de difficile, surtout pour un dirigeant. Donc moi, j'étais associée minoritaire, dirigeante et membre du comité de direction, et c'était très compliqué de parler de la maladie. Pourtant, moi, j'avais été transparente, en tout cas, c'est ce que j'avais voulu. J'en avais beaucoup parlé à mes salariés, qui certes avaient, je pense, beaucoup compensé pendant mes absences. Et donc, voilà. Et ça s'est terminé comme ça. L'histoire s'est mal terminée, malheureusement. Mais j'ai rebondi après quelques séances de psy, hein, parce que je peux dire c'est pas facile, un long moment aussi chez Pôle emploi, parce que quand vous avez 53 ans, une expérience de dirigeant d'entreprise et que vous vous retrouvez malade, et bah, c'est pas facile. Donc voilà, le chemin a fait. J'ai eu la chance de tomber sur Pôle emploi, une conseillère qui m'a dit, prenez le temps. Vraiment, prenez votre temps parce qu'il faut reconstruire. Et c'est vraiment ce que j'ai appris, c'est prendre son temps. Et j'ai reconstruit, je suis aujourd'hui formatrice dans une société qui s'appelle We Care at Work. Et notre métier dans cette start-up de malades, c'est d'accompagner les entreprises sur toutes ces notions de maladie au travail. C'est d'accompagner le collectif de travail. Parce que comme le disait tout à l'heure sur la table ronde notre précédente invitée, c'est le collectif qui émotionnellement et organisationnellement peut être impacté. Donc il est important que les dirigeants comprennent que certes, il y a cette notion pour la personne, mais il y a l'environnement de travail et tout ce collectif est impacté. Et il faut travailler autour de ça. Et ça, c'est ma nouvelle raison d'être, mon nouvel alignement, et c'est plutôt facile pour moi, puisque je l'ai vécu, de pouvoir aujourd'hui apporter des formations sur ce sujet aux managers, aux dirigeants d'entreprise et aux RH qui sont dans ces notions d'accompagnement. Voilà ce que je fais aujourd'hui et voilà le sens à nouveau de pouvoir apporter une petite pierre à l'utilité sociale, de faire réfléchir, de lever les tabous, de supprimer ces jugements que l'on peut avoir sur la maladie et le mal de la maladie et plutôt en développer des compétences qui peuvent être des compétences très intéressantes pour les entreprises. Donc, je pense que les dirigeants, de manière générale, peuvent s'appuyer sur ces compétences. Ils peuvent s'appuyer sur leurs collaborateurs, parce qu'il faut être honnête avec eux. Parfois, l'honnêteté fait des choses très bien. Je me permettrai de citer Arthur Sadoun, qui est président de Publicis, qui a eu un cancer et qui en a parlé en 2023. Et en fait, ça a mené toute l'entreprise sur ce chemin-là. Et à force d'emmener de libérer la parole, ben, l'ensemble des collaborateurs en ont bénéficié. Je pense, et ça c'est un prof d'éco qui me disait ça il y a très longtemps, il s'appelait Monsieur Delors, je pense que vous connaissez. Il disait il faut toujours balayer les escaliers par le haut. Donc, à partir du moment où les dirigeants commencent à parler de leur maladie,
c'est beaucoup plus facile dans l'entreprise d'intégrer le sujet et d'en parler. Merci, Véronique. Donc, on comprend que l'enjeu salitogène de l'entrepreneuriat, c'est la capacité à rebondir dans ce que vous dites. Oui. Vous avez en commun, Christian et Véronique, d'avoir eu ce rebond et une prise de conscience qui a eu un effet déclic sur ce rebond. Est-ce que, Christian, vous pouvez nous partager votre expérience? Oui. C'est vrai que moi, j'ai fait une carrière au départ chez L'Oréal, et donc le cadre commercial, et j'ai souhaité entreprendre. J'avais ce goût de l'entreprise, et finalement, j'ai créé en 2001 une entreprise dans l'immobilier. J'ai connu 7 ans de développement fort où j'étais grisé par le succès, un peu ce que disait Olivier. On est porté par le projet, on est hyper animé, on ne connaît pas les difficultés puisqu'on les passe facilement. On devient même dépendant au travail. Hein, il y a le phénomène d'ergomanie quand on explique ça en psychologie. Et finalement, tout va bien. On a ce sentiment de puissance qui est lié au pouvoir d'agir sur les choses, de pouvoir agir sur les êtres. Et ce qui fait que ça renforce un peu ce qu'on appelle notre lieu interne de contrôle. Ce qui fait qu'à un moment donné, on fait écran à la réalité de son environnement, et puis on n'est pas tout à fait en connaissance de soi, et on n'est pas en écoute de soi. Et arrive un moment donné, après ce succès, où j'ouvrais 5 agences, puisque j'avais 130 salariés, j'ouvrais 5 agences par an, par année, et en 2008 est arrivé un petit événement. Le 15 novembre, on se souvient du 11 septembre, moi je me souviens souvent surtout du 15 novembre 2008 avec l'effet Lehman Brothers. Et là, effectivement, le monde s'écroule. C'est-à-dire que là où j'étais en phase de développement, où c'était vraiment très motivant, très passionnant, boum, une contrainte extérieure arrive, et il arrive que tout d'un coup, le chiffre d'affaires dévisse de 50% pendant un an. Comme j'avais fait un effet de levier de la part de la dette bancaire avec 5 banques, ça a fait un effet ciseau, puisque du coup, le chiffre d'affaires n'était plus là, les charges continuaient à augmenter. Et donc, pendant 4 ans, pendant 5 ans, j'ai dû lutter pour survivre dans l'entreprise en menant 3 restructurations, puis en étant obligé de mettre en place un plan de sauvegarde, et ensuite un redressement judiciaire pour finir par la vente à l'euro symbolique de mon entreprise. Donc là, du coup, je n'étais plus forcément dans l'euphorie du départ, j'étais plutôt dans la suradaptation, dans la gestion du stress, sans être armé comme je peux l'être aujourd'hui, parce qu'effectivement, je n'avais pas connaissance suffisamment de moi, je n'avais pas connaissance de ce que je vous ai indiqué, et en même temps, j'avais en parallèle créé une start-up avec mon épouse, qui malheureusement n'ai pas pu lever les fonds suffisants, et je n'avais pas les fonds nécessaires pour pouvoir perdurer. Donc, j'ai eu enchaîné deux dépôts de bilan pratiquement. Et s'en est suivi forcément une grosse crise et une grosse remise en question, presque pas une dépression, mais une déprime, parce que j'avais heureusement le soutien de ma famille. Pour autant, là, je me suis rendu compte que le regard avait changé. Il y avait une certaine stigmatisation sociale. Quand on est dirigeant, on nous regarde différemment, mais le jour où on n'a plus rien, on est perçu différemment. Et puis, il y a cette notion de honte qu'on vit et qui nous isole. Et de ce fait, eh bien, c'est un peu le désert, c'est la notion de vide complète. Et c'est salitogène aussi, finalement, parce que du coup, il y a une vraie remise en question qui permet d'essayer d'aller au fond de soi et de comprendre ce qui est important pour soi. Et c'est ce qui m'a permis de me rendre compte que ce qui m'intéressait, c'était l'humain. Et je me suis orienté vers le coaching de dirigeants et de managers. Donc, j'ai fait une formation qui m'a permis d'accompagner des managers et des dirigeants depuis une dizaine d'années, et d'être aujourd'hui coach référent de l'association 70 000 robots de l'antenne 35. J'ai mis une communauté de 15 coachs. Pour le coup, ça fait sens puisque notre mission est d'accompagner les entrepreneurs qui ont déposé le bilan à, bien sûr, reconstruire leur socle personnel. Je pourrais développer si vous voulez plus tard, mais également leur permettre de rebondir vers un projet professionnel qui fasse différent de ça, parce que
J'accompagne des personnes sur la réhabilitation d'estime de soi depuis 2005. Et dans le cadre de mon parcours, je suis devenu manager, puis responsable d'un établissement, avec une précision quand même, d'un établissement médico-social, une précision quand même qui n'est pas neutre. C'est que j'étais responsable salarié. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas des points communs avec les TNS, mais malgré tout, il y a cette différence qui peut compter en termes de charge mentale quand même. Donc, moi, mon expertise était. J'ai toujours accompagné des personnes, même quand j'étais manager, hein, du coup, enfin, les responsables d'établissement. J'ai jamais cessé d'être sur le terrain et effectivement, il y a eu un petit événement en 2020 que tout le monde a connu, qui a été un peu un accélérateur pour que j'ai le sentiment d'avoir un peu fait tout ce que j'avais à faire dans un secteur. C'est-à-dire qu'au moment du confinement, ça a été un gros booster pour moi pour pouvoir déployer. Concrètement, l'État mettait en place euh, aussi une forme de mise en retrait sur un certain nombre de choses en nous disant, écoutez, vous savez faire sur le terrain, donc allez-y. On avait un peu les clés du camion en tant que responsable médico-social. On avait aussi un peu un phénomène d'abandon parce que notre seule source interlocuteur, c'était une fois en question sur le site du ministère. Donc, c'était quand même assez maigre. Mais voilà, chacun fait ce qu'il peut. Du coup, j'ai eu une possibilité d'être très créatif et de pouvoir m'appuyer sur l'équipe pour créer beaucoup de choses. Donc, en l'espace de quelques mois, on a renouvelé un ensemble de process. On a pu refonder aussi des mécaniques d'accompagnement. Et en fait, finalement, assez vite, je me suis dit, bah là, il y a eu un accélérateur de tout ce que je pouvais mettre en place. Maintenant, comment je pourrais investir les choses de façon indépendante? Et effectivement, ce que je notais depuis que j'accompagnais des personnes, donc depuis une grosse quinzaine d'années ou une petite vingtaine, c'est que bien souvent, je rencontrais des personnes qui avaient une très bonne maîtrise de leurs problèmes, quasiment une capacité à avoir rédigé une thèse sur leurs problèmes. Par contre, généralement, à peine un post-it sur des leviers de solutions. Et moi, mon approche était, dans l'accompagnement depuis ces années-là, d'apporter des choses peut-être sur le regard orienté solution, mais ce regard orienté solution, on ne le retrouve pas directement aujourd'hui dans les nomenclatures telles qu'elles sont données dans le secteur. C'est un autre regard. Donc, j'ai ouvert mon cabinet pour apporter cette approche-là, un cabinet de psychothérapie orienté solution. Au moment de partir, j'ai un ensemble de collaborateurs qui m'a dit c'est un peu dommage d'arrêter le management parce que tu apportes un regard qu'on ne connaissait pas par ailleurs. Et on m'a offert un kit pour ouvrir un podcast. Donc, j'ai ouvert un podcast qui s'appelle Au cœur du management, dans lequel la question est de se dire comment on peut placer l'émotion dans le cœur des fonctionnements des interactions professionnelles, finalement, ne pas le prendre comme un obstacle, mais le prendre comme une ressource. C'est une approche, c'est une posture. Et puis, je me suis rapproché de l'association Rebond dans les mois qui suivaient, parce que Rebond s'inscrivait vraiment dans quelque chose en lien avec mon histoire. C'est que je suis enfant d'entrepreneur, de travailleur non salarié, et j'ai connu l'entreprise qui se casse la gueule. Et l'huissier faisait partie de mon environnement immédiat quand j'étais enfant. Et bon, le fait d'être dans ce secteur m'a conduit à faire ma propre psychothérapie, ma supervision pendant des années. Et quand tout ça s'était suffisamment pacifié, je me suis dit, ce serait peut-être intéressant d'aller apporter aussi ce regard-là. Et j'ai rejoint Rebond il y a quelques mois sur la fonction de délégué général pour une période où il traverse des difficultés de santé psychique, voire un burn-out. Et là, du coup, je passais. Et nous accompagnons, nous, les dirigeants post-liquidation qui ont déposé le bilan, comme je le disais, pour construire leur socle personnel et se relancer sur un projet professionnel. Donc, on est vraiment complémentaires, en fait. Les noms se ressemblent, mais nous sommes complémentaires. Oui, c'est un équivalent des structures pour vous, APESA dans d'autres départements. C'est vrai qu'il y a souvent la confusion entre rebond 35 et 60 000 rebonds. Pour autant, on est très complémentaires. D'ailleurs, on se renvoie les entrepreneurs. Hein, quand c'est du domaine de la thérapie, on va les renvoyer vers le rebond 35 et vice-versa. Quand malheureusement, il n'y a plus rien à faire et que la liquidation et le dépôt de bilan est présent, à ce moment-là, 60 000 rebonds nous renvoient à des entrepreneurs pour lesquels on prend la suite. C'est que tout l'entrepreneuriat,
qui finalement est un concept genré masculin, s'est construit autour de l'idée selon laquelle l'entrepreneur est un homme, est un super-héros, avec tout un narratif de discours autour de ce mythe. Et finalement, toutes les recherches, ou la plupart des recherches qui sont menées sur les différences de genre, s'intéressent à ce qui différencie la femme de l'homme au regard de différences sexuées ou de différences sociologiques, mais sans pour autant remettre en question ce concept genré masculin qu'est l'entrepreneuriat. Est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu votre point de vue là-dessus? C'est une grande question et vous avez raison, même si vous serez d'accord avec moi, l'entrepreneuriat féminin ne cesse de progresser depuis plus de 20 ans en France, hein. On a fait des bonds spectaculaires et c'est vrai que nous, les profs d'entrepreneuriat, on destine nos cours à toute personne, quel que soit son genre. Donc, y a quand même des progrès qui ont été faits. Ce que j'ai pu observer, moi, c'est deux choses. D'abord, quand on fait nos enquêtes, et Dieu sait qu'on en fait régulièrement, on a une prévalence plus forte chez les femmes de répondre à nos questions que les hommes. C'est-à-dire qu'on a en général une sorte de sensibilité à la question de la santé qui est plus forte chez les femmes que chez les hommes. Donc, on a à chaque fois des biais, un petit peu de réponse, mais qu'on peut corriger, parce qu'on a nos échantillons qui sont anormalement plus féminins que ne l'est la réalité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand on compare les... Moi, j'utilise l'échelle de Pines pour mesurer le risque de burn-out, et qu'on compare entre les hommes et les femmes, ben, je dirais que plutôt avantage chez les hommes, c'est-à-dire qu'il y aurait un léger épuisement plus fort chez les femmes, mais ce n'est pas violent. Je veux dire, c'est pas systématique. Et ce qui m'amène parfois à dire que le statut écrase le genre. C'est-à-dire que la femme chef d'entreprise, comme l'homme chef d'entreprise, c'est toujours la même phrase, j'ai pas le temps d'être malade. Et je crois qu'effectivement, c'est pour ça que votre question est très intéressante, hein, l'emprise des modèles, l'emprise de ce que j'appellerais l'idéologie du leadership, elle fonctionne autant chez les hommes que chez les femmes. Et du coup, ça renvoie à une forme de déni qui fait qu'à un moment donné, ben, on n'en parle pas. Et je crois que tout à l'heure, Cédric disait sentiment de honte amplifié quand on est en situation d'échec. C'est justement pour ça qu'il faut libérer la parole. Oui, ça me parle beaucoup. Je me permettrai juste peut-être cette remarque effectivement entre hommes et femmes. Moi, ce que je constate en allant voir les dirigeants d'entreprise, c'est qu'on est plus souvent quand même appelé par des femmes. Donc, ils s'intéressent beaucoup plus à ces questions d'accompagner leurs collaborateurs sur des problématiques de santé, santé mentale. Ça, c'est sûr que plus par les hommes. C'est plus difficile pour eux d'accepter et surtout d'en parler. Et ça, c'est voilà, c'est mon point de vue expérimental avec l'ensemble de mes clients. Et puis le care, ça me parle beaucoup parce que c'est mon métier aujourd'hui, c'est le prendre soin. Et moi, je dis toujours que pour prendre soin des autres, il faut prendre soin de soi. Ça, c'est évident. Donc, dirigeant, et on parlait de réseau, on parlait du CJD. Donc, effectivement, j'ai été présidente du CJD, le CJD 35. Et à l'époque, j'étais la seule fille, j'étais la première fille, femme présidente de cette association. Et c'était très bien venu, je pense, pour ces hommes autour de moi, de pouvoir mettre enfin des mots ou des projets autour de cette notion du care, de prendre soin, de faire attention aux autres. Et un réseau, ça peut aussi aider un entrepreneur qui peut être en difficulté. Et avant qu'il aille vraiment dans ces difficultés-là, de pouvoir déjà en parler avec ses pairs. C'est plus facile que d'en parler à ses collaborateurs. Christian, de la même façon, votre regard autour des différences hommes-femmes et sur, je dirais, l'accompagnement, est-ce qu'il est différent? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense effectivement que le côté homme, j'ai un peu cette posture jupitérienne qui indique que le dirigeant est sans faiblesse, alors qu'en fait, c'est vrai que souvent, les femmes ont plus de sensibilité à l'écoute, à l'échange, à s'ouvrir à ce qu'elles peuvent ressentir. Ils ont plus d'intelligence émotionnelle, si je puis dire, que le dirigeant qui
toi, comme moi, il faut qu'il qu'il rencontre un mur pour qu'il s'ouvre à ce genre de choses. Et ce que disait Olivier, c'est qu'on observe aussi depuis un certain temps beaucoup plus de réseaux féminins, entrepreneurs féminins, de Bretagne, etc., qui font que ça aide aussi à libérer la parole et à aider à soutenir la santé mentale des femmes. Alors, si je dois rebondir sur la dimension homme-femme, ce que je vis d'intéressant, c'est qu'en cabinet, j'ai à peu près 80% de femmes, 20% d'hommes. Et au niveau de rebond 35, c'est exactement l'inverse. Je pense que la différence repose sur un point, c'est la posture centrale des pairs accompagnants bénévoles, c'est-à-dire des dirigeants ou retraités dirigeants bénévoles qui sont les premiers interlocuteurs quand un dirigeant ou une dirigeante en souffrance psychologique ou en difficulté psychologique compose le numéro de rebond, il tombe sur un père accompagnant bénévole et là on va se comprendre. Je ne vais pas tomber sur un psycho machin chouette qui va me dire que j'ai un problème. Et du coup, le fait de pouvoir avoir ce premier échange avec un père sur le principe de la père-aidance, en fait, va permettre de désacraliser la notion de santé mentale. Et bien souvent, le père accompagnant ou la père accompagnante va avoir un rôle vraiment pivot pour aussi accepter d'avoir un soutien, un coup de pouce, un accompagnement par un thérapeute ou un coach. Mais ce rôle-là, il est flagrant parce que vraiment, je me décide complètement inversé. Et peut-être il y a une possibilité comme ça. Parce que dans le mindset du dirigeant, et peut-être même que c'est nécessaire, il peut y avoir parfois une propension au déni. Et quelque part, tant mieux, parce que c'est difficile d'avoir du projet et d'être ambitieux quand quand on a une hyper conscience de la réalité et de tous les enjeux qu'il peut y avoir. Mais c'est quand ça vient se greffer à la santé mentale que cette petite partie de déni, elle peut être un caillou dans une chaussure. Je dirais qu'à Maroc, aujourd'hui, est devenu une petite machine, hein, puisque on a aujourd'hui 70 services de santé au travail qui ont adopté le dispositif à Maroc Santé. Donc, à ce jour, on a réalisé pratiquement 20 000 diagnostics de la balance, ce qui a entraîné plus de 5 000 dépistages de burn-out, ce qui a occasionné 1200 déclenchements d'alerte. Et parce qu'aujourd'hui, on a des salariés au sein d'Amaroc qui sont des psychologues, soit du travail, soit cliniciens. On a dû gérer pratiquement 1 millier d'interventions et d'écoutes. Sachez que le dispositif est décliné dans le monde agricole. Je n'oublie pas les agriculteurs parce que ce sont des entrepreneurs patrimoniaux. On s'exporte aujourd'hui en Belgique. Nous avons l'UCM, qui est l'Union des classes moyennes, qui vient d'adopter, ils ont envoyé hier d'ailleurs, le dispositif. Et je vous le dis un peu en scoop, vous le garderez pour vous, mais on est en train de construire un dispositif pour la santé de dirigeants qui sont des quasi-entrepreneurs qui s'ignorent. Ce sont les élus de nos communes et de nos communes rurales. À l'instant où je parle, nous avons quasiment 1000 maires de toute la France qui ont répondu à nos enquêtes et on va leur construire un stressomètre et un satisfactomètre de l'élu local et on mettra à la disposition de l'Association des maires ruraux de France un dispositif d'alerte parce que ce sont vraiment des gens, pour moi, ce sont des entrepreneurs de situation. Effectivement, moi, j'ai eu la chance donc, de croiser le chemin d'une dirigeante d'entreprise qui a elle aussi connu la maladie. Et elle a créé une start-up donc, qui s'appelle We Care at Work. Maintenant, ça fait plus de 7 ans qu'elle œuvre sur le sujet de l'inclusion de la maladie au travail. Et ce qui nous intéresse, il y a 2 choses. Déjà, c'est de cette start-up, on dit que c'est une start-up de malades au sens propre et au sens figuré, parce qu'elle est composée de personnes qui ont rejoint ce collectif avec leur expérience de vie. Et on veut aussi démontrer que des personnes en situation de maladie, donc des dirigeants en situation de maladie, peuvent continuer à créer et apporter un service économique. Et c'est pour ça qu'on n'est pas une association, mais bien une entreprise, un service économique avec sa valeur économique auprès des entreprises sur ce sujet de la santé.
Et donc, dans notre start-up de malades, on réalise des actions, bien sûr, vous l'avez dit, des actions de sensibilisation. Donc, on est sur ce côté un peu primaire, parce qu'il faut toujours démarrer par là. Et puis, on va jusqu'à l'accompagnement. Notre accompagnement, c'est l'accompagnement du collectif de travail. C'est vraiment de prendre conscience que la maladie, on doit libérer la parole autour de ce sujet. Alors, on disait tout à l'heure que c'est difficile de parler de sa maladie, surtout de sa maladie mentale. Et donc, nous, on a le prisme de la conséquence de la maladie. On dit aux gens, vous n'êtes pas obligé de parler de votre maladie, parce que ça, c'est votre droit. Mais par contre, ce qui intéresse le collectif du travail, ce sont les conséquences de cette maladie, soit aussi de votre handicap. Et ces conséquences, elles vont avoir un rôle, elles vont jouer, perturber forcément le collectif de travail. Et quand on parle de conséquences de la maladie, c'est beaucoup plus facile. En fait, les gens, ils se disent, OK, ça, je peux en parler. Je ne veux pas parler de mon parcours de soins, de mes difficultés, etc. Mais par contre, je peux mettre des mots sur ma fatigue, sur mon ressenti, sur mon manque de concentration. Et tout ça avec cette notion d'obligation de santé qu'ont les entreprises, ça c'est obligatoire. On doit s'intéresser à la santé dans les entreprises, c'est une obligation. Et donc, il faut amener le collectif à travailler autour de ça. Et je voudrais juste donner un chiffre parce qu'il est important. Il faut savoir que le CESER, donc le CESE maintenant, a dit, le Conseil économique, social et environnemental, a dit qu'en 2025, ça serait 25% de la population active qui sera touchée, impactée directement par une maladie. 25%, c'est un quart des effectifs d'une entreprise. Donc, on ne peut pas ne pas parler de ce sujet en entreprise. Et je me permets d'ajouter un chiffre qui est important aussi, c'est celui des aidants, parce qu'on a tendance à les ignorer, mais eux aussi, finalement, sont impactés par la maladie de plus loin, et avec aussi des conséquences dans la conciliation vie professionnelle, vie familiale. Et ça, c'est 20% de la population en 2025. Donc, vous voyez, ça fait un salarié sur deux. Donc, un dirigeant sur deux, potentiellement, qui sera concerné par ces notions de maladie. Donc, en fait, on ne peut pas ignorer, on est tous concernés par la maladie. En plus, ça serait assez prétentieux de dire que c'est compliqué quand même. Sont universalistes. Qu'est-ce que Rebond 35 met en place pour agir? Ça, je peux en parler. C'est qu'effectivement, il y a les notions. On retrouve cette terminologie de sentinelle dont on a parlé déjà à plusieurs reprises. À travers des conventions avec un ensemble d'organisations et d'entreprises, on initie des personnes à l'écoute du dirigeant qui est dans une période où quelques signes laissent à penser que ce serait bien de prendre soin de soi, de s'intéresser à la santé mentale. En tout cas, à la forme, parfois c'est intéressant de dire ce que tu penses à ta forme qu'à ta santé, flipper parfois la notion de santé. Et puis, ce sur quoi on opère vraiment, c'est l'équipe d'une quinzaine de pères accompagnants qui sont eux aussi initiés à l'écoute avec un collègue qui est gestaltiste, thérapeute, qui lui se charge d'être en lien avec les pères accompagnants comme référent thérapeutique pour permettre aussi de déposer des temps périodiques à peu près tous les 2 mois, tous les mois à 2 mois, des pôles soutien où les pères accompagnants peuvent venir aussi en toute confidentialité, mais au moins déposer eux, de toute façon, ils ont pu vivre leur permanence téléphonique et d'accueil, de souffrance parfois, quoi. Et puis les conventions qui se construisent petit à petit. En fait, Rebond, c'est devenu vraiment un écosystème et on travaille avec 60 000 rebonds, avec des entreprises, avec les centres consulaires, le tribunal du commerce. En fait, cette espèce de dynamique, elle est non seulement efficace, mais en plus, elle est essentielle parce que, pour rien vous cacher, en 2023, il y a eu une augmentation de 20% du nombre de personnes prises en charge. Ça ne veut pas dire le nombre de personnes qui ont appelé, mais le nombre de personnes prises en charge, qui nous a amené à 74 parcours en 2023. Voyant la dynamique sur Rennes, on est parti sur une prévision de 100 personnes en 2024. Et en fait, dès le début d'année, premier trimestre, le tribunal de commerce de Rennes et Saint-Malo, qui font partie du conseil d'administration, nous ont renvoyé qu'on dépasserait sans doute les 100 en regard de ce qu'ils repèrent, eux, sur le terrain. Donc, ça veut dire que l'action est de plus en plus essentielle, mais ça repose aussi sur, à un moment donné, des dons, parce que les personnes qui nous appellent, quand il y a une orientation, notamment pour une prise en charge vers un thérapeute ou un coach, il y a un fonds de solidarité qui peut être mobilisé, mais le fonds de solidarité n'est pas sans fonds. Enfin,
Et pour le coup, il y a des vrais enjeux là-dedans. Ça permet de passer l'info en même temps. Et des pères accompagnants aussi. Parce que une quinzaine de pères accompagnants pour 52 semaines par an, ça fait une lourdeur. Et plus il y aura de dirigeants intéressés ou investis pour prendre une permanence dans l'année pour donner un coup de pouce à portée de leur personne, mieux ceci. Bien, pour la solution, tout d'abord, 60 000 rebonds a été créé en 2012 par Philippe Rambaud sur Bordeaux. Et pour l'anecdote, c'était à peu près à la période où j'avais déposé mon bilan et j'étais en recherche d'associations ou d'aide et malheureusement, il n'y en avait pas à l'époque. Et depuis, il y a eu beaucoup d'initiatives comme celles qui ont été évoquées. Et 60 000 rebonds est parti d'un constat que souvent, il y a cette stigmatisation sociale, cette solitude du dirigeant qui vit cette honte de l'échec. Et donc, pour y parer, nous, donc c'est aussi une association nationale d'utilité reconnue d'utilité publique. On a 1600 bénévoles au niveau national. Nous sommes 51 sur l'antenne du 35. Et nous avons un double accompagnement que nous proposons, un accompagnement individuel et collectif. Concernant l'individuel, nous proposons un binôme de parrain et de coach pour accompagner l'entrepreneur. Le coach, lui, il va avoir 3 objectifs. Bien sûr, aider à l'analyse dynamique et systémique du dépôt de bilan et de ses conséquences. Puis ensuite, l'aider à reconstruire son socle personnel, de sa confiance, de son estime de lui, à travers la reconnexion à ses ressources pour qu'il puisse se projeter vers quelque chose qui fasse sens. Et puis, l'aider aussi à se projeter sur un nouvel équilibre avec plus de recul. Et puis, concernant le parrain, lui, il va faire un accompagnement de 24 mois. Alors, les coachs, c'est 7 séances offertes, d'1h30. Là, le parrain, lui, c'est sur 2 années. Et il va l'aider à travailler sur ses axes privilégiés de rebond et l'aider à la mise en œuvre du plan d'action pour soit rebondir dans le salariat, soit rebondir dans la création ou la recréation ou la reprise d'entreprise. Il y a quelques temps, on avait 50-50, 50% de reprenants, 50% de créateurs d'entreprises, et 50% qui retournaient dans le salariat. Là, actuellement, il y a une tendance à plus 70% qui retournent dans le salariat et 30% plus dans la création d'entreprises. Alors, en plus de ça, nous avons des experts comptables, des juristes, des financiers, pour répondre aux besoins urgents que rencontre celui qui a connu la faillite, puisqu'il y a souvent des problématiques comment dire, de caution, de difficultés financières. Et donc, pour répondre à ces besoins urgents, on va faire appel à nos bénévoles experts dans notre communauté. Dans l'accompagnement collectif, nous faisons une réunion mensuelle avec tous les bénévoles et on organise à l'intérieur de cette réunion mensuelle, au-delà de la météo de l'entrepreneur, ce qu'on appelle du co-développement. Dans le jargon, c'est le groupe d'échange et de développement, c'est le GED, pour répondre à une préoccupation, une problématique de l'actualité du dirigeant et bénéficier de cette intelligence collective. Et puis, il y a aussi tous les 15 jours un club entrepreneur où là, il n'y a que les entrepreneurs qui se retrouvent autour d'ateliers, autour d'échanges entre pairs sur, pourquoi pas, les émotions, sur la communication, sur les CV. Et nous avons également des partenaires qui offrent des formations gratuites sur le management, la communication également. Et nous avons 2 dispositifs. Un dispositif Élan RH qui consiste à aider l'entrepreneur à faire un CV, parce que certains n'ont jamais fait de CV, ou à savoir faire un entretien d'embauche. Et puis, un dispositif Envol, là, qui consiste à accompagner l'entrepreneur à pitcher son business plan face à des banquiers, des partenaires que nous avons, qui vont le mettre en situation avant qu'il aille réellement face à des financiers pour lever des fonds. Moi, je dirais quand même qu'entreprendre reste une voie extraordinaire, hein. Mais justement, ce qui compte, c'est entreprendre durablement. Donc, d'intégrer dès le départ, y compris dans les schémas éducatifs, cette question de la santé. Je ne sais pas si... moi, je sais qu'à l'Université de Montpellier, ça fait 5 ans que j'ai créé un cours de 24 heures, hein, sur la santé des entrepreneurs. Donc, je sais que les étudiants de la filière entrepreneuriat de Montpellier sont biberonnés à tout ça. Mais c'est à vous, les profs, que je donne le conseil d'intégrer quand même la dimension santé dans vos cours d'entrepreneuriat pour que nos étudiants entendent parler de ça, parce que c'est important de les sensibiliser.
Vous voyez, la parole de la faiblesse, quand on écoute 60 000 rebonds et rebond 35, ça devient une force. Donc ça, il faut qu'on l'inculque aussi, ça me paraît important. Moi, je dirais à ces jeunes entrepreneurs qu'ils doivent être aussi acteurs. En fait, il ne faut pas ignorer. Donc, ne pas ignorer, c'est agir pour donc s'informer, se renseigner, interroger et intégrer ça déjà dans son mode d'entreprise, en fait. Donc, être acteur et prendre soin de soi. Moi, sur la dimension prévention, je dirais de s'intéresser dès que possible à son monde intérieur, parce que ça permet de mieux connaître son fonctionnement, ses ressources, ses limites aussi parfois, et ça permet à un moment de venir tordre le cou à la confusion dont j'ai parlé, je crois, tout à l'heure, sur je fais donc je suis. Bien souvent, notre logiciel, il est un peu programmé par si je fais, je vais avoir, et si j'ai, je vais être. En réalité, c'est exactement l'inverse. Et le jour où un dirigeant comprend qu'en fait, c'est d'abord être qui permet de faire et qui permet d'avoir, ça devient déjà un petit peu plus raisonnable parce qu'en cas d'échec, ça devient plus facile de se rappeler qui je suis et ne pas se résumer à ses actions, mais bien à sa personnalité. Oui, pour rebondir sur ce que dit Cédric, moi je dirais effectivement il y a l'importance de la connaissance de soi et pour pourquoi pas se faire accompagner pour se décentrer sur ses angles morts et être conseillé aussi et aussi intégrer le fait que l'entrepreneuriat c'est très passionnant, mais pour autant il faut avoir bien conscience que c'est pas un long fleuve tranquille et qu'il y aura des difficultés et des échecs. Et qu'aujourd'hui, dans notre société française, où le regard sur l'échec n'est pas toujours très positif, contrairement aux pays anglo-saxons, eh bien, c'est la deuxième mission de 60 000 rebonds, c'est de changer le regard sur l'échec. Et donc, de l'intégrer, ne pas le voir comme quelque chose de négatif, mais au contraire, une opportunité de grandir. Parce que, comme les anglo-saxons le disent, c'est plutôt l'occasion d'apprendre. C'est une expérience, l'échec. Et donc, ne vous arrêtez pas aux premiers échecs. C'est ça qui va vous faire vous renforcer et vous permettre de réussir, puisque l'échec est une étape vers le succès. Et intégrer ça, changer ce regard, va faire que eh bien, vous serez beaucoup plus armé. Je peux me permettre juste de rajouter un petit mot et aussi de s'entourer, peut-être de rejoindre des réseaux, parce qu'effectivement, ça permet d'être avec des pairs, de pouvoir échanger avec eux et de se sentir en confiance dans cet échange et puis de donner des signes d'alerte si besoin. Donc, ne pas rester seul. Je voudrais juste conclure en disant que le statut d'étudiant entrepreneur est créé en 2014. Donc, tous les ans, on a effectivement sur toute la France nombre de jeunes qui créent des entreprises. Et en tant que responsable du diplôme d'étudiant entrepreneur, moi, je souscris à ce que tu dis, Véronique, parce que le réseau, finalement, on leur dit soyez entourés quand vous créez une entreprise. On sait que plus les entreprises sont accompagnées, moins elles échouent. Ça, c'est le premier point et vous l'avez tous souligné. Deuxièmement, en fait, dès 2017-2018, avec des collègues de l'École supérieure de la santé, on observait que ces jeunes qui créaient des entreprises, étaient étudiants, avaient un job à côté, font quand même beaucoup de choses et faisaient moins attention à leur alimentation, leur nourriture, etc. Donc, on a mis en place un atelier pour faire de la prévention. Et là, depuis cette année, en fait, on insiste sur le fait que, on sait très bien, les chiffres prouvent qu'une entreprise sur deux disparaît. Donc, Olivier, on n'a pas à Rennes un cours de 24 heures qui serait le bienvenu sur la santé des dirigeants, mais en tous les cas, dans ce diplôme d'étudiant entrepreneur, on a cette année fait un partenariat avec l'association Rebond 35, avec une psychologue, du coup, pour leur dire un chef d'entreprise qui témoigne de ses difficultés, une psychologue qui vient, etc. Et c'est vrai qu'on en parlait, on les perd, c'est-à-dire que quand ils sont en difficulté, ils donnent plus de nouvelles, etc. Nous, donc, en tant qu'enseignants, ça nous pose question aussi. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que on les sensibilise, puisque moi, mon père était maçon et qu'il a fait faillite, et donc j'ai vu l'entreprise de mes parents vendue à la bougie, et on a quand même on fait beaucoup de sensibilisation par rapport à ça. Et c'est vrai que Cédric, moi j'ai exactement le même profil que vous. C'est assez intéressant de se dire que autour de la table, beaucoup avaient peut-être des parents ou dans leur entourage, en tous les cas, des gens qui étaient des indépendants et qui ont connu des difficultés, et que nous ne sommes sans doute pas là par hasard.